Ravi de vous retrouver pour notre dernière conférence de la journée de la salle Henri Poincaré pour ce Paris-Saclay Summit, une conférence et non des moindres, puisqu'on va vous parler d'une véritable épopée, celle des traitements contre le mélanome. Alors, le mélanome ne représente que 10% des cancers de la peau et pourtant, il engendre presque tous les décès. Dans les années 80, il n'existait aucun traitement contre ce cancer au stade métastatique. Aujourd'hui, 20% des patients répondent complètement au traitement. Et pour en parler avec nous, Caroline Robert, professeure à la faculté de médecine de l'Université Paris-Saclay, chef du service de dermatologie de l'Institut Gustave Roussy, experte internationale du mélanome, interviewée par Gwendoline Dos Santos, journaliste au Point. Bonjour à tous, merci d'être là. Merci, professeur Caroline Robert, de nous faire honneur de votre présence. Donc, on l'a dit, vous êtes professeur à la faculté Paris-Saclay, chef du service de dermatologie de l'Institut Gustave Roussy. Gustave Roussy, c'est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe, le 3e au monde. Alors vous, Caroline, vous détestez vous mettre en valeur. Et nous, au Point, c'est très simple, on vous appelle la rockstar du mélanome. Donc, comme ça... Alors, comme vous n'aimez pas ça, visez un peu. Alors, elle est la première en dermatologie dans le classement 2023 des experts du Point. Son service est aussi dans le trio de tête du classement des cancers de la peau dans notre dernier palmarès des hôpitaux et des cliniques qui va bientôt revenir. Alors, maintenant qu'on a fait notre pub, on va faire la vôtre. Caroline Robert est également auteure chaque année de près de 50 publications scientifiques et titulaire d'un CV de 65 pages. Alors, elle est passée par Harvard, elle est passée par l'industrie pharmaceutique en coup de vent, elle est aussi l'une des pionnières dans l'utilisation et le développement des thérapies ciblées et des immunothérapies contre le mélanome qui sont arrivées depuis 2011. Avec son équipe, elle a pu les tester à Gustave Roussy et vivre les toutes premières guérisons de cancer métastatique, le cancer de la peau le plus redoutable, comme le disait Sophie. Et donc, il y a une bonne dizaine d'années, on peut le dire, 100% des patients mouraient, rien ne fonctionnait, aucune chimiothérapie. On va voir avec vous, professeur Caroline Robert, que désormais, de nombreux patients qui seraient morts à coup sûr il y a 10 ans, vivent, à l'image de, pour ceux qui étaient là un peu avant, à l'image de ce pilote d'avion qui a fait ce témoignage que vous pouvez retrouver sur le site internet ou en boucle, Christian Gavet, que vous avez soigné à Gustave Roussy, qui finalement serait arrivé chez vous quelques mois avant, c'est-à-dire avant même que la thérapie arrive, il serait mort. Et donc, on va aborder avec vous toutes ces questions de votre acharnement d'abord à soigner vos malades. Mais avant de bien raconter l'épopée des traitements, alors quand même, il faudrait qu'on fasse un petit point, quelques petites révisions, parce qu'on a sans doute quelques spécialistes, mais on a aussi du grand public. Hein. Je vois des collègues à moi là qui connaissent rien du tout en sciences. Et donc, on va faire un bref rappel. Caroline, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement quels sont les types de cancers, en partant du moins grave et puis en nous donnant un peu quelques repères. Sur la peau. Oui, les cancers de la peau, bien sûr. Les plus fréquents, ils sont très fréquents. D'ailleurs, c'est les plus fréquents de tous les cancers. On les oublie tout le temps. Plus fréquent que le cancer de la prostate, du sein. C'est le cancer qui s'appelle le carcinome basocellulaire, qui se développe à partir des cellules de l'épiderme, qui s'appellent les kératinocytes. C'est un cancer gentil, entre guillemets, parce qu'il ne donne pas de métastase ou exceptionnellement. Et c'est hyper fréquent. Et en fait, il y en a beaucoup, mais on sous-estime le nombre parce que souvent, c'est enlevé par le dermatologue ou même brûlé quand c'est superficiel. Et en fait, ce n'est pas comptabilisé. Donc ça, c'est le carcinome basocellulaire. Le deuxième en fréquence... Il n'est pas très dangereux, finalement. Non, c'est exceptionnel. Enfin, ça, si on le laisse évoluer, ça peut devenir destructeur, mais dans la grande majorité des cas, non. Deuxième en fréquence, c'est ce qu'on appelle le carcinome épidermoïde, aussi développé à partir des kératinocytes de l'épiderme. C'est les cellules qui constituent la plus grande partie de l'épiderme. L'épiderme, c'est ce qui se soulève quand on a une ampoule. C'est vraiment une toute petite couche en superficie de la peau. Et là, alors le troisième, celui dont on parle ici, c'est le mélanome qui se développe aux dépens de cellules qui sont aussi dans l'épiderme, mais qui s'appellent des mélanocytes et qui fabriquent le pigment, qui le transfèrent d'ailleurs aux kératinocytes sous-jacents. C'est ce qui se passe beaucoup quand on bronze, par exemple.
Et ces mélanocytes, quand ils vont bien, tout va très bien. Ils nous participent beaucoup à la couleur de notre peau. Mais quand il y en a un qui se transforme, soit parce qu'il peut être au sein d'un grain de beauté. Un grain de beauté, en fait, c'est un amas de mélanocytes. En fait, c'est une tumeur bénigne. Ça fait bizarre de dire qu'un grain de beauté, c'est une tumeur bénigne. Mais donc le mélanocyte, il peut se transformer, devenir cancéreux à partir d'un grain de beauté ou à partir de la peau normale, parce qu'ils sont répartis dans la peau. Et là, donc le mélanome, c'est beaucoup moins fréquent. C'est beaucoup plus grave parce que les deux premiers, donc le carcinome basocellulaire donne quasiment jamais de métastases. Le carcinome épidermoïde, qui est 5 fois moins fréquent, il en donne de temps en temps, mais rarement. Mais alors le mélanome, il peut donner des métastases. C'est pas le plus fréquent, hein, mais il peut en donner. Et quand il en donne, ça peut aller vraiment dans tout le corps, très vite, et c'est très dangereux. Alors justement, le mélanome, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a 18 000 cas de mélanome diagnostiqués l'an dernier, donc c'est pas rien du tout. Mais alors attention, le mélanome, il y a plusieurs stades. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, Caroline, quels sont les stades du mélanome et là où vous intervenez ? Alors, en général, les cancers, on les stadifie, effectivement, pour qu'on sache tous de quoi on parle, pour que dans les essais cliniques, ce soit un peu homogène. Et c'est à peu près toujours pareil. Ça va de 1 à 4 en général. Stade 1, c'est le stade local, donc le mélanome est sur la peau. 1 et 2, il est sur la peau et il est plus ou moins épais. Ce qui est important, c'est son épaisseur. C'est pas sa largeur, hein, c'est son épaisseur quand il va en profondeur. Donc les stades 2, ils sont plus épais. Et les stades 3, c'est une atteinte régionale, c'est-à-dire que c'est des cancers qui aiment bien partir dans la lymphe, et avec les vaisseaux lymphatiques, ils arrivent dans les ganglions en général. Et quand ils sont encore au stade régional, c'est le stade 3. Par exemple, si on a un mélanome sur le bras, le plus souvent, si on est au stade 3, on va avoir un ganglion sous le bras. Donc on est au ganglion le plus proche oui. de la tumeur initiale. Voilà, ganglion de drainage. Et le stade 4, c'est quand ça a dépassé la zone régionale et qu'on ne peut avoir une métastase dans le poumon ou même sur la peau, mais au-delà du ganglion. Et quand on est à un stade régional, on peut encore être opéré et espérer qu'il n'y ait pas de métastase ailleurs. Quand on est parti au-delà du ganglion de drainage, le risque est très élevé qu'il y ait des métastases ailleurs, même si on ne les voit pas. Alors, on l'a dit en introduction, alors pour le commun des mortels, qui dit cancer, dit en général chimiothérapie. Pourquoi la chimiothérapie ne marche pas dans les mélanomes ? Alors, elle marche hyper rarement, et surtout quand elle marche pas longtemps. C'est-à-dire que la chimiothérapie cytotoxique classique, on va essayer de bloquer les processus de réparation de l'ADN. Alors, cytotoxique. Ah oui, toxique pour les cellules. Enfin, les chimiothérapies classiques, c'est des chimiothérapies qui s'attaquent aux cellules qui se multiplient rapidement parce qu'on va essayer d'intervenir sur la fabrication de l'ADN ou de l'ARN ou des protéines. Et donc, c'est pour ça, par exemple, que ça fait tomber les cheveux souvent, parce que toutes les cellules en renouvellement rapide, elles sont touchées. Le mélanome, ça marche très mal. Il y a des cancers pour lesquels la chimiothérapie cytotoxique, enfin, cette chimiothérapie-là ne marche pas bien. Et quand ça marche quelques mois et c'est tout. Et donc, c'est tout ce qu'on avait avant l'avènement de ces traitements que vous avez cités. Donc, c'est vrai que c'était, quand on avait un patient avec un mélanome métastatique, c'était vraiment une espérance de vie de moins d'1 an. Donc, c'était terrible. Donc, vous êtes intéressé à l'immunothérapie avant que tout le monde entende parler d'immunothérapie. Et en 2011, quand les premières immunothérapies visant le mélanome apparaissent, vous êtes dans les starting blocks. Et vous pouvez les tester, être la première à les tester. Racontez-nous un petit peu quels sont ces traitements, de quel type ils sont, parce qu'il n'y a pas que les immunothérapies, il y a aussi les thérapies ciblées, vous allez nous expliquer. Racontez-nous un peu comment ça se passe. En fait, ça faisait longtemps qu'on essayait de traiter les cancers par le système immunitaire. Il y avait beaucoup de tentatives de vaccination, les cellules dendritiques, enfin, et tout ça, ça ne marchait pas. Il y avait un peu ceux qui croyaient à l'immunothérapie. Moi, j'allais dans ces congrès-là, on n'était pas nombreux, hein. On était 3 pelés entendus, là dans la salle clairsemée, à se dire, mais si, quand même, ça doit marcher. On voyait bien que ça marchait chez certains patients, mais bon, on n'avait pas trouvé la bonne recette. Puis d'ailleurs, il y a eu un prix Nobel, hein. Il y a James Allison et Hongzhou qui ont eu le prix Nobel parce qu'ils ont pensé à une autre technique au lieu d'essayer de
pousser le système immunitaire en amplifiant les signaux positifs de l'immunité, ils ont pensé à bloquer des signaux négatifs. Donc on bloque un frein, donc le système immunitaire s'active, voire parfois s'emballe, et c'est ça qui a marché. Donc c'est des anticorps qui bloquent des freins. On injecte par voie intraveineuse des anticorps. À l'hôpital. Ouais. Donc alors le premier qui a été sur le marché, c'est l'anticorps anti-CTLA4. Ce qu'on inhibe, ça s'appelle CTLA4. Bon, c'est un acronyme. Mais la drogue s'appelle ipilimumab. Nous, on dit IPI. Bon, bref. Et ce médicament, il marche rarement, mais quand il marche très longtemps. Et c'est là. On voyait des gens, donc il n'y avait pas beaucoup de gens qui répondaient bien. Nous, en cancérologie, on regarde en fait la taille des métastases. Et quand ça diminue de façon significative, on dit que les patients sont en réponse. Et quand ça augmente, on dit qu'ils progressent. Et ça, d'ailleurs, moi, je fais attention parce que d'habitude, progresser, c'est bien. Et là, non, c'est pas bien. Donc je dis, ça progressait, bon, bref. Et donc, on voyait qu'il y avait à peu près 10-15% de patients, c'est pas beaucoup, pour qui les métastases diminuaient. Parfois d'ailleurs après une augmentation initiale. Ça aussi, c'est assez particulier à l'immunothérapie. Ça met un certain temps à marcher. Et puis parfois, peut-être par l'afflux de cellules immunitaires, ça grossit au début. Puis après, chez certains patients, ça diminue, ça disparaît, et il n'y a plus rien. Et ça dure, et ça dure. Et c'est ce qu'on appelle, quand on regarde, nous, les courbes d'efficacité, une courbe plate, parce qu'après, il n'y a plus de patients qui progressent, dont les métastases progressent. Et ça, c'était extraordinaire. Et ça a été la toute première fois qu'on a eu un médicament qui augmentait significativement la durée de vie des patients. Donc c'était un énorme Donc pour la toute première fois, un patient atteint d'un mélanome métastatique, donc de stade 4, qui guérit. Alors, bon, il y a des exceptions quand même. On avait des patients chez qui le système immunitaire se mettait en marche, on ne savait pas trop pourquoi. On avait quelques rares patients qui survivaient quand même avant, mais c'était exceptionnel. C'est rarissime. Tandis que là, on voyait bien que c'était l'efficacité du traitement. Et d'ailleurs, Christian Gavet, le patient, là, il dit « Oh, j'ai un peu des séquelles, j'ai un peu de dépigmentation. » Et c'est vrai que le système immunitaire, chez certaines personnes, il détruit aussi les mélanocytes normaux. Donc en fait, ils perdent leur pigmentation de la peau. C'est souvent associé à une bonne réponse. Donc c'est un effet secondaire, le vitiligo, qui est presque une bonne nouvelle finalement. Ouais. Parfois, les patients sont un peu gênés, mais on leur dit, vous savez, c'est peut-être associé à la réponse. Donc ça les rassure. Donc on a dit IPI, on va pas dire anti-CTLA4, IPI, on va dire IPI. Ouais. En parallèle d'IPI, vous avez aussi des thérapies ciblées. Alors là, c'est plus tout à fait le même principe. C'est complètement différent. Et ça arrive en parallèle. Hein. Exactement. C'est 2011 sur le marché ipilimumab. Et le deuxième, c'est la moitié des patients qui ont un mélanome ont dans leur mélanome une mutation d'un gène. Il y a plein de mutations dans les cancers. Les cancers, ils sont toujours très très mutés. Mais il y a une mutation qu'on dit driver. C'est une mutation hyper importante qui est vraiment... Oui, parce que, expliquez-nous quand même, on fait des prélèvements et on établit le génome de ce cancer et on le compare au génome du patient. Oui, c'est ce qui a été fait pour découvrir que la moitié des patients atteints de mélanome étaient dans leur mélanome, il y avait une mutation d'un gène qui s'appelle BRAF, BRAF, qui code pour une protéine qui s'appelle pareil, BRAF. Et quand ce gène est muté, la protéine est anormale et elle transmet un signal d'activation de prolifération cellulaire. Et on peut bloquer cette protéine avec des traitements, c'est des comprimés, et donc c'est des traitements ciblés. Pourquoi on dit ciblés ? Parce qu'ils ciblent la mutation. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On commence à développer les essais cliniques et on voit que ce médicament, quand on le donne aux patients, c'est pas 10-15% qui répondent, c'est 50%. Donc au début, on est emballé, on est euphorique. Mais malheureusement, au bout de 6 mois, la moitié des répondeurs reprogressent. Donc on a une image en miroir, on a un médicament qui marche beaucoup mieux, mais qui marche pas longtemps. Alors bon, c'est très frustrant. Alors, heureusement, très rapidement après, 3 ans après, parce que du coup, là, les choses se développent dans les deux domaines, aussi bien thérapie ciblée et immunothérapie. Il y a beaucoup de recherches et beaucoup de perfectionnement, et arrive la deuxième vague après. Alors la deuxième vague en immunothérapie, c'est qu'on bloque un autre récepteur, c'est pas CTLA4, c'est PD1, on dit PD1, PD1. Et là on est en 2014, ouais. C'est ce qu'a reçu Christian Gavet. Ouais. Mais Christian, il a reçu d'abord l'ipilimumab, il n'a pas répondu, et après l'antipidien. Ouais.
Et donc là, l'anti-PD1, c'est une immunothérapie. On bloque encore un récepteur bloqueur, donc on accélère. Mais on n'est pas à 10-15%. Donc on accélère le système immunitaire pour qu'il élimine lui-même le cancer. Voilà. En fait, on stimule les lymphocytes en espérant qu'ils vont se battre contre le cancer. Et là, ce n'est pas 10-15% de réponse qu'on voit, c'est 40%. Ça devient quand même beaucoup plus intéressant. Et des réponses durables aussi. Pas tout le monde. Tout le monde ne reste pas complètement stable avec sa réponse, mais quand même des réponses durables. Et pour à peu près 20% des patients, on ne voit plus rien. Le reste, c'est des réponses qu'on dit partielles, c'est-à-dire qu'il y a encore des métastases, elles n'ont pas complètement disparu. Mais pour 20% des patients à peu près, il n'y a plus rien. Et même on arrête le traitement et rien ne se passe. Et ça, c'est une grande première aussi. C'est les patients qui nous ont appris ça. Ouais. Les premiers patients, donc quand on a fait les premiers tests, on teste les médicaments dans des grands essais cliniques et au début, on fait ce qu'on appelle des phases 1. C'est les premiers essais cliniques. Et donc le protocole de traitement, il était écrit, on n'avait jamais pensé arrêter l'anti-PD1. Puis un jour, les patients, je me rappelle, il y a une dame encore, elle m'a envoyé une petite carte hier, ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Elle m'a dit, je vais bien, elle habitait en Creuse, elle était âgée. Au bout d'un moment, elle m'a dit, écoutez docteur, moi j'ai plus de métastases, pourquoi vous me faites revenir comme ça tous les mois? Et donc on s'est posé la question avec plusieurs investigateurs, les gens qui développaient le médicament, c'est les patients qui nous ont fait réaliser que peut-être on pouvait essayer d'arrêter. Donc au début, on arrêtait en surveillant beaucoup, en disant, vous savez, on ne sait pas si ça va pas revenir. Si ça revient, on ne sait pas si le médicament va remarcher ou pas. Mais il y a pas mal de patients qui ont voulu prendre ce risque et puis on s'est aperçu que 80% des patients qui avaient arrêté après une réponse complète ne récidivaient pas. Donc ça, c'était aussi... Alors, vous êtes en train de nous dire qu'on donne un traitement aux patients, mais on ne sait pas du tout combien de temps il faut lui donner, combien de temps il faut le traiter. C'est sûr, il y a beaucoup d'incertitudes là-dedans, parce que quand on développe un essai clinique, on teste une certaine durée, mais on ne teste pas une durée A versus la durée B versus la durée C. On teste en général, de toute façon, avant, on donnait des médicaments au long cours, par rapport à un traitement standard qui était aussi donné au long cours. C'est vrai que maintenant qu'on sait ce qu'on sait, on a envie de faire des essais cliniques de traitement de 6 mois versus 1 an. Après, c'est plus difficile de trouver les fonds pour faire ce genre d'essai parce que les industriels, ils ont moyennement envie qu'on leur dise que leur médicament, il suffit de le donner 3 mois et pas 1 an. C'est un peu moins facile. Ouais. Bah, ils sont là pour vendre du médicament. Donc, alors, tout ça, c'est que des bonnes nouvelles. Il y a encore des patients qui ne répondent pas. N'empêche qu'il ne faut pas s'imaginer, vous me le disiez, que l'immunothérapie, c'est une promenade de santé. L'immunothérapie, il y a quand même des effets secondaires. Est-ce que vous voulez bien nous raconter? Oui, moi je passe beaucoup de temps quand j'explique aux patients parce que c'est très séduisant de se dire je vais stimuler mon système immunitaire, je vais me traiter avec mes propres lymphocytes, c'est merveilleux, c'est presque de la médecine naturelle. C'est, attention, l'immunothérapie, on relâche un frein et c'est heureusement qu'on a ce frein. Sinon, qu'est-ce qui arrive si on n'avait aucun frein du système immunitaire? On ferait des maladies auto-immunes tout le temps. Et ça, c'est dangereux aussi. Et aujourd'hui, on prévient bien nos patients, on leur dit, vous savez, on va débloquer des freins, on va stimuler votre système immunitaire, on espère que les lymphocytes vont attaquer votre mélanome parce qu'ils vont se dire que c'est quand même la chose la plus étrangère dans votre corps, mais c'est pas sûr. Peut-être que votre système immunitaire, il va attaquer votre foie et vous aurez une hépatite, votre côlon, vous aurez une colite, et quand je dis colite, ça peut être très grave, on peut être amené à enlever une partie du côlon si c'est trop grave. Maintenant, on sait bien les reconnaître tôt et les traiter. Et le traitement, ça repose sur, en fait, donner des médicaments qui vont diminuer l'intensité du système immunitaire. Donc, on fait marche arrière. Mais on surveille de très près nos patients parce qu'il y a des effets secondaires graves parfois. Donc, vous avez des patients qui peuvent passer 3 semaines en réanimation après les traitements. Ouais, il peut y avoir des effets secondaires graves. Et aujourd'hui, on ne sait pas prédire pour un patient donné s'il va développer une grosse toxicité ou pas. Donc on les surveille de près. Et il y a un patient qui est très malade, on est obligé d'arrêter le traitement parce qu'on pourrait le tuer. Ah oui. Et donc, il ne répond pas au traitement. Alors, il y a des patients chez qui on fait une injection et il y a une toxicité très grave. On en a plusieurs. Des hépatites très graves, des colites, des encéphalites même, ou des myocardites. On arrête le traitement. Et toujours,
avant de reprendre éventuellement le traitement, on fait un scanner ou un PET scan, on évalue, et quelquefois on a vraiment la très bonne surprise de voir qu'après 1 ou 2 injections, il y a une très bonne réponse, et on n'a plus besoin de faire de traitement. Ça arrive, ça c'est formidable. Enfin, ça aurait été encore mieux sans toxicité, mais comme on est obligé d'arrêter, ben on se dit c'est pas grave, on arrête, ça va bien. Mais quelquefois, malheureusement, c'est pas le cas, et quand il y a eu une toxicité très très grave, on n'ose pas reprendre le traitement et on est bien embêté parce qu'on ne sait plus comment soigner le patient. Donc là, on voit, parfois ça marche très bien. Est-ce qu'il a été envisagé d'utiliser parce que là, on parle de mélanome très avancé. Est-ce qu'il est envisageable, avec les connaissances acquises aujourd'hui, d'utiliser ces thérapies ciblées ou ces immunothérapies à des stades plus précoces, avant que ça n'évolue ? Ouais. Alors ça, c'est vraiment ça, c'est important, c'est remarquable. On a développé ces médicaments au stade métastatique, et puis on s'est posé la question, dans un deuxième temps, de voir si quand on opérait quelqu'un à un stade 3, c'est-à-dire un stade régional, où on a bien peur qu'il y ait des métastases ailleurs quand même, qui soient infracliniques, infraradiologiques, est-ce qu'on pourrait donner un traitement préventif que ces métastases se développent, un traitement, ça s'appelle un traitement adjuvant. On ne voit plus rien, scanner normal, mais il y a eu une atteinte ganglionnaire et peut-être justement qu'il y a des petites cellules qui se baladent dans le corps. Et donc, on a testé 2 approches, l'immunothérapie par anti-PD1, donc on a fait un essai clinique, comme les patients n'avaient pas de traitement normalement dans ce cas-là, c'était pas non éthique de rien leur donner, donc il y avait un bras de traitement où il n'y avait rien, et un bras de traitement où il y avait un anti-PD1 pendant 1 an. Là aussi, la durée, elle a été choisie comme ça, 1 an. Et on s'aperçoit, donc c'était un traitement qui a été fait en aveugle, vous savez, les essais cliniques, pour qu'on ne soit pas influencé, ni nous, ni le patient. En fait, il y a des patients qui reçoivent de l'eau salée, en fait. Ils ne reçoivent pas de traitement. Donc, bien sûr, les patients sont au courant qu'ils sont dans un essai clinique, et soit ils reçoivent un traitement, soit ils ne reçoivent rien. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que quand on a levé l'aveugle, au bout de plusieurs années après l'essai, on s'est aperçu que les patients qui avaient reçu l'anti-PD1 pendant 1 an, ils avaient beaucoup moins récidivé. Donc, traitement adjuvant efficace, on a diminué le risque de récidive. Au bout de 5 ans, on a diminué le risque de récidive d'à peu près 40%. Et on a diminué le risque d'évolution vers un stade 4, évidemment. Ben voilà. C'est ça, soit de récidive locale, soit d'évolution vers un stade 4. Mais il y a eu aussi les thérapies ciblées qui ont été testées pendant 1 an, donc seulement chez les patients avec mutation de BRAF. Et là, on donne 2 thérapies ciblées combinées, et on a aussi une bonne protection. Et on n'a pas l'impression qu'on ait des récidives. Au bout de 5 ans, on a encore une bonne protection. Donc à ce stade adjuvant, on peut vraiment choisir entre immunothérapie et thérapie ciblée. Donc ça, c'est des traitements aussi. Donc en fait, on a débuté dans le stade métastatique et on a reculé, on traite les patients plus précocement dans le cours de leur maladie, avec 1 an de traitement. Malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups. Aujourd'hui, on a vu une jeune femme, elle était encore sous traitement adjuvant avec anti-PD1, et premier scanner de surveillance, on voit des métastases. Ça veut dire que chez elle, ça ne marche pas. Donc il va falloir qu'on donne une immunothérapie plus puissante. Donc, on a encore beaucoup à faire. Pourquoi, chez cette patiente, ça ne marche pas ? Alors voilà, pourquoi ça, chez elle ? Ouais, ça, c'est vraiment l'objectif de plein de laboratoires, dont le mien, à Gustave Roussy. Donc on fait de la recherche translationnelle, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche ça s'oppose à la recherche fondamentale, dont on a besoin bien sûr, mais nous on veut vraiment travailler proche des patients, des prélèvements des patients, et on essaye de comprendre pourquoi chez un patient A ça va marcher, chez un patient B qui a l'air d'être pareil pour tous les paramètres que nous on recueille, ça ne va pas marcher. Alors évidemment, on cherche ce qu'on appelle des biomarqueurs. On en a quelques-uns, mais ils ne sont pas suffisamment puissants. Il n'y a pas quelque chose qui va nous dire là, c'est sûr que ça ne va pas marcher. On va toujours quand même essayer de donner une immunothérapie parce qu'on n'a pas de marqueur prédictif qui soit assez fort. Et qu'est-ce que vous aimeriez trouver comme marqueur ? Mais moi, j'aimerais avoir au départ une prise de sang, une analyse de la tumeur. J'aimerais savoir placer le patient et sa tumeur dans un espèce de gradient pour me dire, bon, là, j'ai de bonnes chances que ça va vraiment répondre.
Et j'ai des bonnes chances aussi que je ne vais pas détruire les organes du patient qui fonctionnent bien. Alors on fait un peu une échelle de son immunité. Ouais, ça, ce serait vraiment bien. Qu'on puisse... Il y a certainement des facteurs qui sont génétiques. On le sait, hein, parce que, mais on le sait, mais on ne connaît pas ceux qui vont vraiment nous aider dans ce cas précis. Certainement qu'il faudra une espèce d'algorithme qui utilisera en même temps des facteurs constitutionnels, c'est-à-dire génétiques, et aussi des facteurs de la tumeur, comme on dit, la carte d'identité de la tumeur. En fait, on travaille beaucoup sur le micro-environnement des tumeurs. Pas seulement les mutations, mais qu'est-ce qu'il y a autour? C'est quoi les cellules autour? Les macrophages, des lymphocytes? Est-ce qu'ils sont en train d'être inhibés par des processus que le cancer met en place? Donc en fait, il y a énormément de travail sur cet écosystème, la tumeur, son micro-environnement, la génétique du patient. Et maintenant, vous savez, on en parle beaucoup, le microbiote aussi. On fait d'ailleurs un essai clinique en ce moment à Gustave Roussy où on donne l'immunothérapie avec ou sans une greffe fécale. Ça, c'est encore des choses complètement Alors, la greffe nouvelles. fécale, tout le monde connaît la greffe fécale. Il s'agit de mettre un microbiote sain chez un patient qui aurait un microbiote jugé non sain, pour voir si les traitements répondent mieux. Et chez vous, les premiers indices sont plutôt positifs. En fait, on a un essai clinique, on est les seuls d'ailleurs à avoir fait cet essai clinique où on est en double aveugle, on donne une double immunothérapie, donc ça c'est le traitement le plus puissant, c'est vraiment ce qu'on donne. En fait, la double immunothérapie, c'est qu'on donne l'anti-CTLA4, le premier, IPI, voilà, l'IPI, plus un anti-PD1. Et donc ça, c'est vraiment aujourd'hui ce qui est le plus efficace, mais aussi le plus toxique. C'est très toxique, donc on le donne quand c'est vraiment... toxique chez combien de patients? En fait, 60% des patients quasiment font des effets secondaires assez sévères. Donc là, on passe beaucoup de temps à expliquer aux patients et à voir s'ils sont d'accord pour prendre ce risque. Et donc c'est un peu plus efficace que l'anti-PD1. Disons que c'est plutôt 50% de réponse par rapport à 40%. Mais c'est beaucoup plus toxique. Donc, on fait un essai clinique quand on pense que vraiment il faut utiliser ce traitement-là. Les patients ont une greffe fécale ou pas. D'ailleurs, ils ont une fausse greffe fécale, ça aussi en double aveugle. Et ça veut dire qu'on leur administre un mélange de sels de sujets sains par voie rectale, donc par lavement. Parfois aussi, ça se fait par comprimé. Et c'est assez incroyable, hein. Ça, c'est depuis quelques années, c'est quelque chose qui est arrivé un peu comme une révolution. Les greffes fécales, ça marche déjà dans certaines indications de maladies inflammatoires du tube digestif. Et dans le cancer, il y a beaucoup d'arguments pour penser que ça peut marcher. Ça n'a pas encore été prouvé. Aujourd'hui, la seule indication pour laquelle la greffe fécale est validée en France, c'est pour cette souche de bactéries Clostridium difficile qui peut être très très grave et mortelle chez les patients. Et effectivement, on a encore... Tout est à l'état d'essai. Il n'y a pas encore de protocole vraiment ferme pour les immunothérapies. Et c'est ce que vous allez essayer. On va voir. Définir. On n'est pas les seuls à faire ce genre de test avec des greffes fécales, mais on va être le seul essai randomisé. Donc, parce que jusqu'à présent, c'est difficile à comprendre ça quand on n'est pas vraiment dans le métier, parce que souvent les gens ils disent bah oui, mais moi je sais que ça peut marcher parce que j'ai vu ça, j'ai vu 1 ou 2 cas, mais nous on est habitués en médecine à ne croire vraiment les choses que si on a des statistiques. Alors c'est un peu, quelquefois c'est un peu pénible, mais on est un peu obligé, sinon on partirait sur des fausses pistes. Et là on a un essai randomisé, ça veut dire que les patients ils peuvent pas choisir s'ils ont la greffe fécale ou le placebo. Nous non plus on peut pas choisir. Et au bout d'un moment, on va lever l'aveugle et on va voir si vraiment c'est mieux ou pas, ou si c'était un effet du hasard, ou on verra. Donc c'est pour dire qu'il y a tout un écosystème et qu'on peut plus du tout considérer le cancer tout seul. Le cancer, ces mutations tout seul, non. C'est vraiment l'équilibre entre l'hôte, c'est-à-dire nous, et le cancer, et comment on se débrouille pour se débarrasser de cet envahisseur. Donc là, vous nous parliez de l'écosystème, mais vous travaillez aussi sur le cancer. Comment les cellules cancéreuses échappent aux thérapies? Comment elles discutent entre elles même pour échapper au traitement et attaquer directement le cancer? Racontez-nous un peu comment ça se passe. Nous, on a développé une thématique de recherche, on n'est pas les seuls, heureusement, sur les cellules persistantes. C'est-à-dire qu'on traite, on ne voit plus rien au scanner, on ne voit plus rien au PET scan, on ne voit plus rien à l'IRM. Et puis, des années après, ou des mois ou des années après, des métastases arrivent. Ça veut dire qu'il y a une espèce de quiescence, de persistance, où les cellules sont cachées
Et on travaille beaucoup sur ces cellules-là pour essayer de les éliminer. Et on a des modèles au laboratoire. On peut mettre des cellules de mélanome en culture. On donne des traitements ciblés. On essaye de le faire avec les immunothérapies, mais c'est un peu plus compliqué. Et puis, au bout de quelques jours, très rapidement, on a presque plus de cellules. On a 10% qui ont une drôle de tête au fond de la boîte. Mais ces cellules-là, elles sont très sournoises. Elles se multiplient pas, ou très peu, un peu quand même. Et elles ont un métabolisme différent. Elles ne consomment pas du glucose, mais d'autres choses. Et donc, elles survivent d'une autre façon. Et elles se déguisent, si on peut dire. Elles ont des caractéristiques différentes. Elles ont ce qu'on appelle une transition épithélio-mésenchymateuse, c'est-à-dire qu'elles ressemblent à d'autres cellules. C'est un peu comme des espions qui se cachent. Et puis, à la faveur de peut-être une baisse de l'immunité ou d'une mutation qui va survenir, parce qu'elles n'ont pas de mutation de résistance. Elles sont vraiment c'est un phénomène réversible. Elles peuvent récupérer une sensibilité normale si rien ne se passe, mais si elles sont toujours sous la pression du traitement anticancéreux, au bout d'un moment, elles vont trouver une façon d'échapper. Et donc, il y a même des congrès qui s'organisent sur la persistance tumorale. Et il faut vraiment comprendre et désamorcer tous ces processus de survie, en fait. Et moi, j'aimerais beaucoup aussi comprendre, on a beaucoup de gens qui récidivent au niveau cérébral. Les médicaments, ils sont moins efficaces quand même au niveau cérébral et méningé. Et il faut comprendre l'écosystème aussi de cet endroit-là qui est différent. Et la persistance à cet endroit-là, c'est plus difficile parce qu'on ne fait pas de biopsie, pas facilement. Mais il y a vraiment... on est très très content de tous ces progrès, mais quand on commence un traitement, en fait, et comme vous dites, on ne sait pas si ça va marcher très bien, marcher moyennement ou marcher pas du tout. Et c'est terrible quand même. Alors, les prochains médicaments auxquels on peut s'attendre là, incessamment sous peu. Donc on a eu les 2 thérapies ciblées dont vous avez parlé tout à l'heure, anti-BRAF, anti-MEK. On a les 2 immunothérapies. Oui, alors on a essayé de les combiner en se disant, qu'à cela ne tienne, on va avoir beaucoup de réponses avec nos thérapies ciblées, parce que quand on les combine les deux, c'est quasiment 70% de réponses, et on donne l'immunothérapie, donc on aura une bonne réponse prolongée. Et en fait, ça ne marche pas très bien. D'abord, c'est très toxique quand on combine tout ça, et finalement, ça n'a pas l'air d'être si efficace que ça. Donc on a essayé aussi, il y a quelque chose qui est important, c'est de voir si il y a un timing qui est important. Peut-être il faut donner les thérapies ciblées au début et après l'immunothérapie, amorcer la réponse. Et donc là aussi, il y a des essais comme ça. Et c'est assez intéressant. On va bientôt avoir le résultat de cet essai qui va peut-être nous montrer, je pense, que dans certains cas, on a intérêt à commencer par peut-être 2-3 mois de thérapie ciblée et après immunothérapie. En fait, on va de plus en plus vers ce qu'on appelle aussi les traitements personnalisés. Il ne faut pas traiter tout le monde pareil. D'ailleurs, le mélanome, au début, on croit que c'est tout la même chose, mais il n'y en a quasiment pas de pareil. Déjà, il y a les mélanomes de la peau, il y a les mélanomes des muqueuses, il y a les mélanomes des paumes et des plantes. On sait que ce n'est pas pareil. Donc, travailler sur des traitements personnalisés. Et puis, oui, il y a des nouveaux médicaments qui arrivent. Alors, on a eu quand même pas mal d'essais négatifs. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de choses qui fait mieux que ipilimumab plus les 2 traitements combinés dont je vous parlais. Il y a un autre traitement d'immunothérapie qui peut se faire, mais là c'est vraiment, c'est pas très nouveau, mais ça vient d'avoir une autorisation par la FDA parce qu'il y a eu un essai randomisé. C'est ce qu'on appelle les traitements adoptifs. On va prendre une métastase du patient, on va faire pousser les lymphocytes en dehors de son corps, dans des boîtes, dans des boîtes de pétri, et on va réinjecter ces lymphocytes au patient après qu'on lui ait donné une chimiothérapie qui va lui anéantir tous ces lymphocytes. Là, on est quand même totalement sur du personnalisé. Alors là, oui, parce qu'on traite vraiment avec ses propres lymphocytes. Donc c'est ce qu'on appelle ça le traitement par TILS. On utilise l'acronyme anglais, c'est Tumor Infiltrating Lymphocytes. C'est très 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 spécialisé. Il y a peu de centres qui font ça. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir faire de façon plus facile. Donc, dans pas longtemps, je pense, on pourra le faire avec des compagnies qui vont nous aider à préparer ces lymphocytes, que ce soit plus facile d'accès.
J'ai une autre question qui passionne en ce moment tout le monde, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle va vous aider, Caroline Robert, à traiter le mélanome, ou à diagnostiquer le mélanome Ouais. Moi, je pense, bien sûr. Déjà, pour le diagnostiquer, il y a déjà pas mal de travaux qui montrent que quand on analyse des images, soit cliniques, sur photo, soit des images qu'on appelle dermoscopiques. Parce que nous, dermatologues, on a un petit outil qui s'appelle un dermoscope, qu'on peut mettre dans notre poche, qui est vraiment facile d'utilisation. On le met sur la peau et on a une vision vraiment magnifiée de la lésion, et avec tout un tas de signes qui nous permettent de faire des diagnostics plus précoces, d'être plus sensibles et plus spécifiques. Et ces images, elles peuvent être photographiées, et il y a des tas d'algorithmes d'intelligence artificielle qui ont déjà été testés. Donc il faut rentrer beaucoup de données, et après, on espère, et ça commence à marcher. C'est pas de la routine encore. On peut pas l'utiliser facilement en routine, mais je suis certaine que dans pas très longtemps, on pourra faire des photos même avec son téléphone et puis avoir une analyse du risque que ce soit un mélanome. Donc oui, alors déjà vous, pour le vous diagnostic. parlez de téléphone. Souvent, plusieurs fois, vous m'avez dit, ça m'énerve de voir les gens qui prennent en photo leur plat au restaurant. Je préférerais qu'ils prennent en photo leur grain de beauté. Ce qui va nous amener, puisque je vois que le temps file, ce qui va nous amener à ce qui est le plus important là tout de suite, c'est la prévention. Ouais, c'est sûr. En fait, ce qui est important, c'est que les gens sachent s'ils sont à risque ou pas de développer un mélanome. Si on a la peau très claire, on est blond, roux, qu'on a pris beaucoup de soleil, il y a des antécédents familiaux de mélanome, on sait qu'on est à risque. Donc là, on doit faire plus attention que quelqu'un qui a la peau mate et qui n'a jamais été au soleil. Mais bon. Ensuite, les photos, ça aide beaucoup. Parce que la première chose que le dermatologue va vous demander, en sortant de cette conférence, vous demandez si vous avez un mélanome, vous dites, oh là, ce grain de beauté, il est bizarre, je vais faire mon dermato. Ça arrive souvent. Mes étudiants, après, ils viennent toujours me montrer leur grain de beauté. Et ben, le dermatologue... On fait une séance de photos de grain de beauté à la sortie. Le dermatologue, la première chose qu'il va dire, c'est « Mais est-ce que ça a changé? C'est là depuis quand ?» Et en général, les gens vous regardent avec des yeux en disant « J'en sais rien. » moi. Et ce serait si simple que tout le monde ait des photos de son corps. Mais vraiment, c'est rien à faire. On a tous des super appareils photo avec nos téléphones. Et donc, on n'a pas besoin de les refaire tous les 6 mois. On en a une fois, on le refait peut-être au bout de 3 ans. Mais une photo de chaque partie de son corps avec des repères anatomiques comme le genou, le mamelon, pour qu'on sache la taille, parce que si on fait en gros plan, on ne voit pas. Ce serait hyper utile. Je trouve que tout le monde devrait avoir ça. Tout le monde devrait savoir si on a des grains de beauté dans le dos, partout, quoi. Ce serait vraiment facile et on pourrait sauver quelques vies, ouais, je pense. Alors, peut-être qu'on va s'arrêter là. J'avais encore plein de questions et je suis sûre que vous auriez adoré entendre les réponses, mais on aimerait aussi avoir vos questions pour Caroline Robert. Il y a un monsieur là qui lève la main. Bonjour. Vous soignez actuellement mon fille et vous êtes en train de la Votre fille? Oui. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qu'il y a dans ces injections, qui les fabrique. Et j'ai entendu parler des États-Unis, mais pourquoi les États-Unis, pourquoi pas en France, et quel est l'avenir de ces fabrications? Mais vous parlez de l'immunothérapie? Oui. Qui les fabrique? Alors, c'est des laboratoires américains qui développent ces médicaments, des immunothérapies. C'est soit BMS, les laboratoires, ou MSD. Donc oui, c'est fabriqué... alors après, il y a peut-être des usines en France, mais initialement, c'est fabriqué aux États-Unis. Et c'est quoi votre deuxième question? C'est fait sur mesure? Non, justement, ce que je disais. Ça bloque des récepteurs qu'on a tous, mais comme ils ne sont pas utilisés tous, chez nous tous, de la même façon, l'effet, il n'est pas toujours pareil. Et dans la tumeur, ils ne sont pas toujours exprimés de la même façon. C'est pour ça. Il faudra que vous me disiez qui est votre fille après, qu'on en parle. Mais on le voit, ça provoque beaucoup d'émotions. Merci pour votre question, monsieur. Bah oui. Ah, il y a une autre question. Faut-il continuer le traitement en immuno? Tenez, prenez le micro, monsieur. Bonjour. Faut-il continuer le traitement en immuno, nivolumab, par exemple, jusqu'à disparition complète des cellules cancéreuses?
Ou comment savoir si le traitement il a agi, quoi. Ouais. Ça, c'est pas facile de vous répondre parce qu'on ne sait pas trop. En fait, au début, on donnait le traitement, on ne savait pas quand on s'arrêtait, il n'y avait pas de limite. Après, on s'est aperçu que chez les gens en réponse complète, on pouvait arrêter. Et après, il y a eu un essai clinique où on donnait le traitement 2 ans. Et bon, évidemment, ceux qui l'avaient pendant 2 ans, c'est ceux qui en bénéficiaient. Si on n'aurait pas continué 2 ans, si la maladie continuait d'augmenter. Donc ceux qui ont été stables ou en réponse, complète ou partielle, au bout de 2 ans, on a arrêté dans cet essai. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est aperçu que ceux qui étaient en réponse complète, la plupart ne récidivaient pas. Ceux qui étaient en réponse partielle, s'ils avaient plus de 30% de diminution de leur métastase, récidivaient parfois, mais moins fréquemment. Et ceux qui étaient stables récidivaient un peu plus. Donc en fait, aujourd'hui, c'est à la carte. On discute avec le patient. Déjà, s'il n'a pas de toxicité, on n'est pas trop limité, on continue. Ce qu'on fait aussi, c'est quand on n'est pas sûr, quelquefois on ne sait pas s'il y a encore de la tumeur viable ou pas. Parce qu'on voit une espèce de boule au scanner, dans le poumon ou dans le foie, mais si ça se trouve, c'est comme une cicatrice. Donc on fait ce qu'on appelle un PET scan, qui nous montre l'activité métabolique. Si ça a l'air d'être actif, si c'est allumé au PET scan, déjà c'est un peu suspect. Et quelquefois, si on peut, on l'enlève carrément, s'il n'en reste pas beaucoup des métastases. Et parfois on est très content parce qu'on analyse et en fait c'est des cellules mortes. Donc c'est pour savoir quand arrêter dans certains cas, c'est vraiment discussion avec le patient et discussion en RCP, vous savez, réunion pluridisciplinaire. On discute avec le radiologue, les collègues. C'est jamais une discussion comme ça vite fait. J'avais une deuxième question. Vous parliez de l'importance du microbiote. On sait que c'est très important même dans la réponse thérapeutique, je pense. Et comment renforcer ce microbiote sans nuire au traitement, mais autrement que par des injections fécales? En fait, si on le savait, ce serait génial. On ne sait pas. On ne sait pas quelle est là ou quelles sont les bactéries vraiment les meilleures. On ne sait pas si c'est les bactéries ou certains produits qu'elles fabriquent. Et il y a eu des tests avec des probiotiques. Ça n'a pas marché très bien. Hein. Donc aujourd'hui, on ne sait pas trop. Hein. On sait qu'il faut les meilleurs microbiotes, c'est les microbiotes variés. On sait que le mieux, c'est d'avoir plein de germes, une grande variété. C'est pas bien d'avoir très peu de sortes de bactéries. Et on a quand même certaines idées de certaines bactéries qui sont plutôt bonnes et d'autres plutôt pas bonnes, mais on ne sait pas exactement comment... On sait qu'il faut manger des fibres, ça c'est sûr. Beaucoup de fibres. Et que les traitements antibiotiques, c'est pas génial non plus parce que ça va vous décaper un peu votre flore. On peut, par des choses lacto-fermentées, des choses comme ça, on peut améliorer. Ouais, ce qui a été bien démontré, c'est une alimentation riche en fibres. Ouais. Après, ça fait un peu gonfler le ventre, mais bon. D'accord. Et le desmodium, soi-disant qu'il est déconseillé pour le foie. Le desmodium, soi-disant déconseillé quand on a un traitement. Non, je sais pas. Après, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas trop démontrées. Hein. Moi, j'ai des patients qui arrivent qui me disent « Ah, je ne mange plus aucun produit laitier, je ne mange plus de sucre, je ne mange plus de... » Il faut faire attention parce que le système immunitaire, il a aussi besoin d'énergie. Hein. Donc, tant qu'on ne sait pas, il ne faut pas trop se rendre malade non plus. Hein. Et puis, on va rappeler aussi que la carte d'identité du microbiote parfait n'est pas encore faite. Et le jour où elle sera faite, on pourra beaucoup plus agir sur l'alimentation. Et en attendant, comme le disait Caroline, il faut manger le plus de choses diverses possibles pour favoriser les familles de bactéries que vous hébergez. Merci. On va peut-être prendre une dernière question. Oui, il y a quelqu'un derrière vous. Ah bah oui, on va prendre un peu plus de temps, il n'y a personne derrière nous. On est la dernière conférence. Merci. Donc monsieur, on vous prend tout de suite après. Je pensais qu'il y avait quelqu'un derrière. Je voulais vous remercier. Non, on vous prend tout de suite après, la dame qui est là, vous inquiétez pas. Pardon, je me suis mal exprimée. Merci. Est-ce que vous avez des statistiques ou des informations que vous pourriez nous donner sur la manière dont les gens répondent en fonction de l'âge, des sexes? Est-ce que... vous avez des réponses identiques ou à part le fait que plus on est vieux, plus les cellules bougent moins vite et donc moins les cancers se développent, mais ça c'est pas très bien, c'est pas très vrai en fait cette idée-là.
En fait, quand on a l'âge et le sexe, c'est vrai, en général, alors ça dépend un peu, l'immunothérapie, c'est un petit peu différent, mais en général, les femmes vivent un peu plus longtemps, même dans nos essais cliniques. Mais avec l'immunothérapie, il y a eu des résultats un peu étonnants où c'était plutôt les hommes, et plutôt les hommes gros, qui répondaient bien. On ne sait pas trop pourquoi. Bon. Mais bon, ça, c'est des facteurs... D'ailleurs, Christian Gavet, le pilote, il a un peu de bidon. Oui, hein, c'est vrai. C'est vrai, mais... c'est pas des facteurs très prédictifs, hein, c'est pas très fort. On a, ici, ça me fait penser à une chose importante, c'est que quand les tumeurs sont très très mutées, je veux dire, les cancers, ils ont souvent beaucoup de mutations, mais alors nous, nos cancers, en dermato, comme c'est beaucoup le soleil, ils ont beaucoup de mutations parce que les UV créent beaucoup de mutations, et c'est pour ça qu'ils répondent bien au traitement, parce que à la faveur de toutes ces mutations, il va y avoir des protéines bizarres qui vont être fabriquées, que le système immunitaire n'a pas été éduqué à reconnaître comme faisant partie de son organisme. Et donc, il va plus réagir contre ces protéines qu'on appelle des néo-antigènes. Et donc, c'est un peu paradoxal, mais si on a un mélanome, par exemple, muqueux, ça arrive, c'est rare. Évidemment, ce n'est pas lié au soleil. Ils ne sont pas tous liés au soleil. Ceux qui sont sur la peau, en général, ils sont liés au soleil. Et ceux qui débutent dans les muqueuses, les sinus ou les organes génitaux, bref, ils répondent moins bien à l'immunothérapie. Idem, le cancer du fumeur. Je parle du cancer du poumon, je ne connais pas bien, je ne m'en occupe pas. Mais si vous avez un cancer du poumon du fumeur, il va répondre mieux à l'immunothérapie qu'un cancer du non-fumeur, parce qu'il va être plus muté. C'est pas pour ça qu'il faut fumer, hein. Je vais devoir vous interrompre, je suis navrée parce qu'on doit couper, mais par contre vous allez pouvoir poursuivre cette conversation parce qu'en fait c'est streamé en même temps, donc là on a pris beaucoup de retard, mais vous pourrez continuer la conversation bien évidemment après, juste on doit couper et finir cette session. Merci beaucoup à toutes les deux et je pense que vous allez avoir pléthore de questions, c'est pas fini en fait, mais juste on doit couper le stream. Merci beaucoup. Merci. Merci.